C'est parti, ça a l'air parti en tout cas. Bon. Donc je vous remercie d'être là. C'est la dernière conférence du 11e week-end de la liberté, c'était consacré à Rendez-nous la liberté. Et maintenant, nous allons parler de Rendez-nous la liberté de soi. Alors, oui, ça va. Il y a trois. La pensée de Frédéric Bastiat s'articule autour des droits naturels. Il y en a trois: la propriété, la liberté et la personnalité. Ces droits naturels nous appartiennent. Donc, l'État ne peut pas nous donner ce qui ne lui appartient pas. Il peut que nous rendre ce qu'il nous a confisqué, d'une manière ou d'une autre, à une époque ou à une autre. C'est pas aujourd'hui, c'est pas hier, ça date de plusieurs dizaines d'années. L'État nous a confisqué nos droits naturels, un certain nombre de droits naturels en totalité ou en partie. Le problème n'est pas là. Il ne peut pas nous donner ce qui ne lui appartient pas. Il ne peut que nous le rendre. Il peut nous les confisquer, il peut nous empêcher de les exercer, mais il ne peut pas nous les donner. Ils n'appartiennent pas à l'État, ce sont les nôtres. Alors la liberté, on a beaucoup parlé tout à l'heure de la définition de la liberté. C'est un débat très riche, le modérateur a dû modérer, et en définition, la liberté, si on se réfère à ce que dit Frédéric Bastiat, non c'est ce que je vais faire, c'est la liberté de jouir de ses droits naturels pour bâtir son projet de vie, tout en respectant les droits naturels d'autrui, de façon à ce qu'ils bâtissent eux aussi leur projet de vie. Alors ce n'est pas la seule définition de la liberté. Pascal Salène dit que la liberté, c'est être propriétaire de soi, ce qui est aussi juste, et Henri Lepage dit la liberté, c'est faire ce qu'on veut avec ce que l'on a. Toujours est-il que, bon, on pose une définition en début de conférence, et puis comme le débat n'est pas la liberté, là, on va s'y référer. Donc la liberté est une valeur suprême, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se diviser, elle ne peut pas se fractionner, elle ne peut pas non plus être vendue en pièces détachées dans des foires à l'encan qu'on appelle élections en France. Puisque aux élections, ce qui se passe, c'est que les gens font des promesses, ils vendent une partie de la liberté, ils échangent une partie des libertés, ou du droit de propriété des uns, ce sont les droits sociaux. Les droits sociaux, c'est quand on s'arroge un droit de propriété sur la propriété du voisin ou d'autrui, et on porte atteinte à sa liberté quand on exécute ce droit social. Dans un système libéral, la fin ne justifie pas les moyens. Dans un système libéral, la liberté ne peut pas servir d'argument pour porter atteinte à une liberté. Pour reprendre l'exemple tout à l'heure, la liberté d'être ma liberté d'être dans un amphi ne peut pas empêcher la liberté d'une autre personne d'être dans le même amphi. Dans un système libéral, ça ne marche pas comme ça. La destruction de la liberté ne peut pas servir à justifier une autre destruction de la liberté. Ce n'est pas parce qu'il y a 11 vaccins obligatoires qu'il faut obliger les gens à se vacciner avec un 12e. Voilà. Donc c'est relativement simple. Alors, la santé, il faut aussi définir ce qu'est la santé. J'ai pris la définition de l'OMS. La santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental, social. Et ça ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Ce qui veut dire en gros, quand on vous a dit la santé avant tout, et qu'on vous a enfermé parce qu'il y avait une maladie respiratoire virale qui était là, on n'a pas du tout tenu compte de votre santé. Alors, la liberté de soins est détruite en France, et il y a un fait générateur. Alors, elle a plus ou moins existé au long des siècles, mais il y a quand même un fait générateur qui est important, c'est la création de la sécurité sociale. En 1945, quand à la Libération, le CNR a bâti, pour le programme de la Libération, a été bâti à partir du programme du CNR qui était basé sur un programme qu'on appelle les jours heureux. La sécurité sociale a été créée. La sécurité sociale avait pour but de garantir les individus, la population, contre tous les aléas de la vie, tous les accidents de la vie, quels qu'ils soient, de façon à ce que chacun puisse jouir d'un revenu pour subvenir à ses besoins, pour assurer la subsistance de sa famille et la sienne. Au niveau du système de santé, l'intérêt était que tout le monde devait être soigné, c'est-à-dire que personne ne devait renoncer à un soin pour une raison financière. Mais ce faisant, en créant la sécurité sociale, on a soustrait l'assurance maladie, on a soustrait le secteur social du marché, et on s'est retrouvé dans un secteur étatisé. Donc à partir de maintenant, les complications et les soucis que nous avons ne sont pas des soucis liés au marché, ce sont des soucis qui sont liés à l'étatisation du système de santé. Il y a eu un risque particulier quand on a
décidé de créer la sécurité sociale, c'est-à-dire que quand on a créé l'État et que on a créé la sécurité sociale et qu'on a accepté que l'État régente le domaine de la santé, ça veut dire qu'on l'a implicitement autorisé à régenter jusqu'au plus intime de la vie des gens, puisque n'importe quel élément de notre vie peut avoir une conséquence sur notre santé. Et n'importe quel élément de notre vie peut, par ce biais, une influence sur la collectivité par les dépenses de santé que cela induit. À partir de ce moment, la collectivité trouvait une justification pour intervenir dans notre vie. La vie privée disparaissait, puisque qui paie commande, la collectivité allait commander. La liberté, la vie privée disparaissait et tout devenait politique. Même la santé devenait politique. Il suffit de regarder une petite aparté. Quand on regarde les remboursements, certains remboursements ne sont plus, on ne rembourse plus des soins. Certains remboursements sont purement politiques. Par exemple, l'IVG, la pilule du lendemain, etc. Ce sont des remboursements purement politiques. On peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord, c'est comme on veut, mais ce ne sont pas des remboursements de soins. En 1945, quand l'État a créé la sécurité sociale, c'était un petit peu la pagaille en France, on va dire, et donc il y avait plusieurs possibilités. On aurait pu choisir, enfin les gouvernants de l'époque, les vainqueurs de l'époque auraient pu choisir une société beaucoup plus libérale qui n'a été choisie. Mais les gaullistes et les communistes qui étaient au pouvoir, ils ont choisi une société extrêmement étatique. Et ils ont contrôlé la santé, parce que contrôler la santé, ça permet de contrôler les populations. Les populations, vous savez, vous l'avez appris, vous l'avez découvert avec la Covid, avec la guerre en Ukraine, avec le réchauffement climatique, etc. Le gouvernement, par la peur, est extrêmement efficace et très à la mode en ce moment. Donc, quand on contrôle les populations au point de vue de leur santé, les gens ont toujours peur de ne pas être soignés, ou toujours peur que leurs vieux jours ne soient pas assurés. Donc l'État, en prenant le contrôle de la santé, rassurait les gens en disant, il crée une justification à son existence en disant, maintenant je suis votre seul protecteur. Et donc les personnes se rapprochaient de l'État. Donc détruire la liberté de choix et mettre le système étatique avait un intérêt pour le contrôle des populations. L'autre intérêt, c'est que les populations sont déresponsabilisées, puisqu'elles n'exercent plus leur libre choix. Il y a une infantilisation. Et les enfants apeurés, le premier réflexe, quand les enfants ont peur, ils vont se réfugier dans les bras de papa et maman. Alors là, papa s'appelle l'État et maman s'appelle la Sécu. Et donc, les enfants, ne peuvent pas imaginer que papa et maman leur veulent du mal. Papa et maman, quelles que soient les décisions qu'ils prennent, c'est pour leur bien. Et donc, oui, et donc quand l'État prend une décision, quand maman Sécu, papa État prennent une décision, c'est pour le bien de ses enfants. Et ça s'est vu pendant les Covid, parce que les Français n'ont pas pu imaginer que l'État prenait des décisions délibérément malveillantes à leur égard. Comment pouvez-vous imaginer que les hommes politiques prennent des décisions malveillantes à notre égard? Et nous allons parler un petit peu des Covid, parce que l'énorme épreuve que le gouvernement nous a infligée ces 2 dernières années, c'est la gestion catastrophique qu'il a eue des Covid. Donc c'est intéressant, parce que nous avons vécu quelque chose qui était terrible, et qui, ne serait-ce que quelques mois ou quelques semaines auparavant, était inimaginable. Et cet inimaginable a été non seulement réalisé, mais l'immense majorité des Français l'a accepté, voire, comme a dit Pierre Mentata tout à l'heure, une grande partie des Français l'ont réclamé. Et c'est très, très paradoxal, et c'est à la fois inquiétant, ce manque de résistance. Alors, le gouvernement par la peur a reposé sur un comité secret, puisque c'était le Conseil de défense sanitaire, je crois que c'est le Conseil de défense sanitaire, mais c'est ça. Donc, nous avons subi la coercition sociale, nous avons subi l'enfermement de toute une population, nous avons subi la chosification de l'être humain, puisque notre personnalité a été déniée, nous n'étions plus rien, nous étions qu'un rouage dans la politique sanitaire du gouvernement. Nous avons subi la manipulation des foules, nous avons eu la croyance, l'idéologie, le scientisme à la place de la science, quoi qu'on en dise dans les médias. Les traitements ont été interdits, des pratiques médicales ont été contrôlées, la vaccination a été rendue obligatoire. Alors, on a vacciné les Français comme le bétail, sans aucune distinction, alors que la médecine est quand même le béaba de la médecine, c'est une médecine individuelle. On ne va pas soigner
Claude, comment va soigner Didier, comment va soigner Jacques. Chacun a une état de santé particulier. Le rôle de son médecin, c'est de lui dire ça c'est bon pour toi, ça c'est pas bon pour toi. Là, on a vacciné tout le monde. Donc les gens ont vraiment été chosifiés. On n'a pas eu de distinction. Et la vaccination a eu en plus des conséquences extrêmement délétères. À cela s'est ajoutée la misère de toute l'économie. Alors c'est important, parce que j'y reviendrai tout à l'heure, dans l'efficacité du système de santé. On a mis à arrêt toute l'économie. Et en plus, il y a une deuxième couche qui a mis quand le gouvernement français et l'Europe a pris des sanctions contre ses propres populations au prétexte de la guerre en Ukraine. L'Europe n'a pas été un reste de coercition puisque l'Europe est sortie de son rôle. Au départ, l'Europe a été conçue pour faire fabriquer un espace de libre-échange entre les individus. À partir du moment où les individus échangent librement, ils ne se tapent pas dessus. Donc c'est un élément qui devait favoriser la paix. Malheureusement, avec le traité de Maastricht, l'Europe a changé de paradigme. L'intégration européenne, l'uniformisation européenne prend le dessus. Et il y a pire que ça, c'est-à-dire que Bastien dit que l'État a une propension à s'étendre indéfiniment, donc l'Europe c'est pareil, l'Europe c'est un État, il s'est étendu, il s'étend indéfiniment, la Commission européenne sort de ses compétences, et il se mêle de politique de santé, le pass sanitaire, le pass vaccinal, la coercition ont été aussi des politiques préconisées par les Européens, et Ursula von der Leyen, la présidente actuelle, est particulièrement en pointe dans ces mesures de coercition. Si vous regardez ce qui s'écrit actuellement ce que diffuse actuellement l'Europe, ce que l'Europe prépare pour cet hiver va être, alors je ne sais pas si ce sera mis en place, mais ce que l'Europe prépare va être assez dramatique, puisqu'il reparle du pass vaccinal, il reparle de la vaccination obligatoire, il reparle aussi de la vaccination des enfants. Donc ce sont des éléments extrêmement graves et inquiétants. Alors, la gestion des Covid, ce n'est pas un hasard, la manière dont ça a été géré. La gestion des Covid est l'aboutissement logique de ce qui a été décidé en 1945. À partir du moment où en 1945, l'État intervient dans la politique de santé, l'État intervient dans la relation entre le soignant et le soigné, la logique finale, c'est que l'État, qui est juge et partie, prenne la place du soignant, pas du soigné, mais du soignant, prennent la place du soignant et puis court-circuit de soignant. C'est exactement ce qui s'est passé pendant la première épidémie de Covid, où l'autorité centrale s'est substituée aux médecins, que ce soit en Europe ou en France, particulièrement en France, puisque la population a été interdite d'accéder à un soin qui existait, puisque les médecins traitants étaient là. Le gouvernement a dit n'allez pas chez votre médecin. Le gouvernement a dit si vous êtes malade, restez chez vous. Il a dit si vous n'arrivez plus à respirer, appelez le 15, mais c'était trop tard. Les personnes qui rentraient aux urgences à cette époque-là, elles décédaient en 24 heures. Je ne sais plus les pourcentages, une grande partie décédait en 24 heures et une autre grande partie dans les 48 heures suivantes. Ce qui est absolument anormal. Quand on rentre aux urgences, la courbe des décès n'est pas celle-là. Quand les gens décèdent de suite en arrivant aux urgences, ça veut dire simplement qu'ils arrivent trop tard. Et tout ça simplement parce qu'on a enlevé les médecins de premier recours, les médecins généralistes, dont la liberté de soins a disparu, puisqu'on a dit aux gens vous n'allez pas voir votre médecin généraliste, je ne veux pas que vous y alliez. Il y a autre chose aussi, par exemple, le pass sanitaire a été nécessaire pour accéder aux soins non urgents, aux soins programmés pour aller à l'hôpital. Vous deviez avoir un pass sanitaire, ce qui est tout à fait anormal aussi. Les traitements de qu'on appelle de première intention, le plus connu a été l'hydroxychloroquine, qui a vécu une grande controverse, ont été eux aussi, dans un premier temps, interdits par Véran suite à une étude qui a ensuite été retirée parce qu'elle était complètement bidon. Et après, par contre, l'hydroxychloroquine a toujours été combattu, dénigré, sans raison particulière, pratique ou objective. Le souci qu'il y avait, si on regarde comment ça s'est passé, c'est que à partir du moment où l'État dit les deux seules solutions, c'est la politique sociale, la coercition et la vaccination, il n'y a pas de place, pour le soin, je vous l'ai dit, il n'y a pas de place non plus pour un traitement précoce. Parce qu'il y a un traitement précoce, la vaccination n'est pas indispensable, et surtout, l'AMM conditionnelle ne se justifie plus. Donc toute la pyramide construite par l'État ne tient pas debout. Enfin, il y a aussi une chose qui est importante à souligner, qui est
l'interdiction de travailler aux soignants, aux pompiers, aux militaires qui n'étaient pas vaccinés. Ils ont été interdits, suspendus, et c'était une loi spéciale. Il a fallu voter une loi spéciale pour ça, c'est une loi scélérate, hein, une loi spéciale pour ça, pour interdire à ces gens de travailler. Ce faisant, ils ont été privés de leurs moyens de subsistance. Je vous rappelle quand même que la Sécu a été créée pour garantir les individus contre tous les accidents de la vie, de façon à ce qu'ils puissent bénéficier en toutes circonstances de moyens de subsistance. C'est la déclaration de la création de la Sécurité sociale en 1945. Vous lisez cette phrase quasiment mot pour mot. Vous pouvez la retrouver, assurer la subsistance. Là, l'État a privé de subsistance des gens qui n'obéissaient pas à ces directives. Alors, soigner ne fait pas partie de la stratégie gouvernementale. Quand on regarde la manière dont ça s'est passé, il y avait tester, alerter, protéger. Alors, ce qui manque, c'est soigner. Et c'est en dépit du bon sens, parce que quand quelqu'un est malade, la première chose qu'il va faire, il va se soigner. Le bon sens dit, je suis malade, je vais voir mon médecin, je vais me soigner. Donc là, l'État a dit non, apparemment, soigner fait partie de la stratégie, et donc ça explique aussi pourquoi tous ces traitements ont été, n'ont pas été, comment dire, validés. Voilà. Alors, c'est significatif, parce que le bon sens disparaît, et la liberté de soin disparaît aussi, puisque soigner les gens n'intéresse pas vraiment le gouvernement, puisque c'est fait partie de sa stratégie. Donc, ce faisant, quand le gouvernement dit nous avons tout appris parce qu'on ne savait rien, c'est faux. C'est faux. Depuis le 19e siècle, on sait très très bien comment gérer les épidémies. Les moyens changent, mais comment gérer une épidémie, on le sait. Depuis Pasteur et Koch, ça on le sait très très bien. Je vous ai mis aussi Semerveine, je ne sais pas si je l'ai mis là. Voilà, on sait très bien comment soigner les épidémies. Donc on a accumulé ces connaissances pendant ces siècles et tout ce que l'on savait, on n'a pas appliqué. On est parti de zéro et on a supprimé les médecins de premier recours et le gouvernement a dit « je vous enferme, je vous vaccine, point final ». Bon, c'est pas tellement ni l'un ni l'autre sont très médical, mais bon, il est parti comme ça. Donc tout ce qu'on savait, on l'a oublié. Alors, il y a eu la fameuse théorie du quoi qu'il en coûte, le coût. Alors, il n'y a pas que le coût, je vais faire fonctionner la planche à billets pour vous permettre de rester à la maison et avoir des revenus sans travailler. Il y a aussi le coût humain, le coût social, etc. Ce qui veut dire que le coût en vie humaine, le coût en mal investissement, le coût en gaspillage, le coût en faillite, tout ça a été complètement négligé par l'État. Ça n'a pas d'importance. Ce qui veut dire que votre santé réellement n'est pas très très importante pour l'État puisque soigner ne fait pas partie de sa stratégie. Et ensuite, si les mesures qu'il prend mettent à mal votre santé, quelqu'un qui est vacciné et qui décède, quelqu'un qui est enfermé et qui se suicide, ce sont des gens qui n'ont jamais dû mourir. Ils sont morts vraiment et directement des décisions stupides de l'État. Donc, le soin de la population ne l'importe pas. Ce qui importe, c'est qu'il définit une politique, il applique sa politique, point final. C'est pour vous protéger. Mais le résultat, c'est que, même si vous en mourrez, ce n'est pas son problème. La liberté de soin comprend plusieurs éléments. D'abord, il y a la liberté de recourir à un soin. Recourir à un soin, c'est assez simple. Ça consiste pour une personne qui a besoin de soins, pour un malade par exemple, d'aller consulter un professionnel compétent sans autre contrainte particulière. Je suis malade, je vais consulter un professionnel compétent et je suis libre de recourir ou pas à un soin existant. Ça veut dire que le professionnel va me dire je te conseille ceci ou je te propose cela. Si la personne ne veut pas, on ne peut pas le faire. Bien. Ça, c'est la liberté de recourir à un soin. On ne peut pas forcer les gens à se soigner. La liberté de proposer un soin, c'est pour le professionnel compétent, la liberté de proposer un soin avec comme seule limite ne pas nuire. L'obligation du soin, alors évidemment, l'obligation du soin nuit à la liberté de soin. Il n'y a pas d'obligation de soin en France, il n'y a que la justice qui peut donner une injonction de soin, mais par contre, là, on vous a obligé à vous vacciner, donc ça compte aussi, le vaccin est un soin. Après, il faut que le soin existe. Si le soin n'existe pas, la liberté de le choisir n'existe pas. Alors le soin ne peut pas exister parce que la technologie n'est pas mûre, par exemple. Au XIXe siècle, il n'y avait pas d'antibiotiques parce que simplement la technologie n'était pas... les innovations, la science n'existait pas.
Donc le soin n'existait pas. Et puis certains soins peuvent exister dans certains pays et ne pas exister dans d'autres, par exemple parce que les autorisations ne sont pas arrivées ou simplement parce que les moyens médicaux sont différents, ils ne reposent pas sur les mêmes principes. Les médecines orientales, les médecines chinoises, et tout ce que vous voulez, ne sont pas forcément les médecines occidentales. Donc il y a des moyens de soins chez nous qui n'existent pas ailleurs et vice-versa. Et puis il faut que le soin soit disponible. Si le soin n'est pas disponible, la liberté de soin n'existe pas puisque le soin n'est pas disponible. Le soin n'est pas disponible, ça se voit fréquemment ici, on parle souvent sur les déserts médicaux. Les déserts médicaux, sur le papier, le soin existe. Il y a les médecins, mais à certaines heures, ils ne sont pas là. On a même fermé les urgences pour la nuit, sauf les urgences urgentes. Donc, le soin n'est pas disponible quand il y a pénurie de soins, par exemple. Alors, c'est pareil, le soin peut être disponible et l'État peut interdire d'y avoir recours. Donc, on a parlé de traitement précoce, à un moment l'État interdit le traitement précoce, donc le soin existe, mais l'État vous interdit d'y avoir recours. Enfin, il y a les disponibilités de soins. Certains soins peuvent exister et être disponibles dans certains pays, exister et ne pas être disponibles, ou être disponibles dans certains pays et pas en France. Par exemple, si vous allez en Espagne, vous pouvez toujours dire, vous procurer des médicaments que vous aurez du mal à procurer en France. L'accessibilité du soin, c'est le dernier. Donc, si le soin n'est pas accessible, c'est pareil, vous n'aurez pas la liberté de choisir. Vous avez par exemple l'accessibilité matérielle. Si vous devez faire une grande distance pour vous rendre chez votre médecin, l'accessibilité matérielle ne sera pas là. Vous avez aussi le temps d'attente, parce qu'on gère la pénurie par la file d'attente. Si on vous dit votre consultation c'est dans 6 mois, mais c'est pareil, la liberté de soin on prend un sacré coup, puisque vous ne serez soigné que dans 6 mois. Après, l'accessibilité financière, il faut il ne doit pas y avoir il doit y avoir personne qui renonce à un soin pour des raisons financières, et malheureusement, ça se voit encore, même au pays de la sécurité sociale, que des gens renoncent à un soin pour des raisons financières. Et puis, il y a l'accessibilité légale, c'est-à-dire si vous devez fournir un pass pour aller à un soin programmé à l'hôpital, eh bien, votre accessibilité aux soins est entravée, donc votre liberté de soins est entravée aussi. Et de même, je ne sais pas si vous vous souvenez des débats télévisés qu'il y a eu pour dire on ne va pas rembourser les soins des non-vaccinés s'ils sont malades de la Covid ou s'ils sont malades avec la Covid ou porteurs de la Covid, etc. Donc on est parti en plein délire, c'est parti dans tous les sens. Bien. Alors, il y a une chose qui est importante qu'il faut savoir, c'est la liberté de soins et le capitalisme. Alors, le capitalisme a sorti de la misère des centaines de millions de gens au XIXe siècle. C'est ce qu'on a appelé la révolution industrielle. Il a nourri, il a logé, il a vêtu des centaines de millions de gens, il a amélioré leur vie, il a amélioré la condition de travail, il leur a donné du temps libre, il leur a donné des loisirs, et des centaines de millions de gens sont sortis de la misère. Donc pour en arriver là, l'homme a eu une véritable activité de création. C'est-à-dire qu'il a multiplié les richesses. Et l'humanité, grâce à la révolution industrielle, grâce au capitalisme, est passée d'une société de disette à une société d'abondance. Alors Macron a dit que la société d'abondance était finie, ça veut dire que ça officialise le fait que nous sommes une société socialiste de pénurie. Si nous étions dans une société capitaliste avec l'homme créateur de richesses, d'innovation, etc., nous ne serions pas dans cette situation. Nous sommes dans une société socialiste. Alors socialiste au sens Bastia, évidemment. Hein. Nous sommes dans une société socialiste de disette, et c'est la fin de l'abondance. La révolution industrielle était possible, parce qu'il y avait une chose qui était importante, il y avait le libre-échange, et il y avait, plus ou moins, et il y avait surtout une source d'énergie qui était abondante et bon marché, qui était le charbon. Sans énergie abondante et bon marché, vous n'avez pas de prospérité, vous n'avez pas de croissance, pas de création, pas d'innovation. Au XXe siècle, le charbon a été relié par d'autres sources d'énergie abondantes et bon marché, le pétrole, le nucléaire, l'électricité, le gaz, voilà. Donc, et le libre-échange aidant, pendant la fin du XXe siècle et jusqu'à récemment, des centaines de millions de gens ont continué à sortir de la misère et de la pauvreté. On dit que récemment, encore, à la fin du XXe siècle, 800 millions de personnes sont sorties de la misère et de la pauvreté. Alors Piketty peut raconter ce qu'il veut, mais ne lui en déplaise, il y a quand même 800 millions de personnes qui sont sorties de la misère et de la pauvreté à la fin du XXe siècle, au début du XXIe.
Donc ça compte aussi. Dans cette prospérité, il y a les progrès technologiques et les progrès médicaux. Les progrès technologiques, c'est par exemple une fibre optique à lumière froide. Si vous n'avez pas la fibre optique à lumière froide, vous n'aurez jamais de fibroscopie. Si vous n'avez pas une industrie chimique puissante qui gère bien les choses, vous n'aurez jamais d'anesthésie. Si vous n'avez pas d'anesthésie, vous n'avez pas d'opération. Si vous n'avez pas d'essais spéciaux, vous n'aurez pas de scalpel extrêmement coupant. Si vous n'avez pas d'informatique, vous n'aurez pas de robots, etc., etc. Bon. Donc il faut un substratum technologique, un substratum de prospérité. Et puis il ne faut pas oublier que ce capitalisme a permis de sauver des gens, ce qui veut dire que dans la nature, les plus faibles meurent et les plus forts survivent. Dans la société humaine, c'est pas ça. Grâce aux progrès médicaux, grâce à la prospérité, grâce à la médecine, grâce aux innovations technologiques, les gens survivent. Les plus faibles survivent. Et ensuite, comme les plus faibles peuvent apporter leur pierre à la civilisation, c'est une extrême richesse. Les conséquences de la révolution industrielle, la prospérité qu'elle a amenée, sont extrêmement intéressantes. L'existence de la disponibilité de soins est première. Je crois qu'on en est là. Voilà. L'existence et la disponibilité des soins sont premières. Ce qui veut dire que ce n'est pas la sécu qui compte, ce n'est pas l'assurance qui compte. Si vous n'avez pas de soins à assurer, si vous n'avez pas de possibilités thérapeutiques à assurer, ça ne sert à rien. Ce qui crée les conditions sanitaires pour une bonne santé des populations, c'est l'existence du soin. La manière dont il est assuré importe peu. Une sécurité sociale dans un pays où les soins n'existent pas parce qu'ils sont trop pauvres, ça ne changera rien. Par contre, dans un pays extrêmement riche, même si vous n'avez pas de sécurité sociale, vous aurez d'autres systèmes, et les gens se feront soigner. Donc la prospérité du soin est première. Le système assurantiel est second. Donc dans la liberté de soins, il faut tenir compte de la liberté économique, parce qu'en fait, c'est cette liberté économique qui va permettre aux individus de disposer des soins. Il ne faut pas oublier une chose non plus, c'est que la prospérité économique a entraîné les progrès de l'hygiène. On parle beaucoup des médicaments, des vaccins, des antibiotiques, des pathologies infectieuses, mais par contre, on oublie complètement l'hygiène. Moi, quand j'étais formé, on nous avait parlé de l'hygiène, on nous avait dit qu'une grande cause du recul des maladies infectieuses, c'était certes les antibiotiques, certes ceci, certes cela, mais surtout l'hygiène. Alors l'hygiène, c'est pas forcément l'hygiène individuelle, mais c'est aussi l'hygiène des villes. Quand les personnes balançaient leurs ordures et leurs fesses et leurs urines par la fenêtre, c'était pas très sain. Tout le système d'assainissement qui ont été mis en place, la manière dont l'hygiène petit à petit apparue dans la société, ont mis fin à beaucoup de maladies infectieuses, ont considérablement réduit les mortalités infantiles, mortalité infectieuse, etc. Et l'hygiène est quelque chose qui est lié à la prospérité, et dont l'hygiène des villes en particulier est liée à la prospérité. Si vous détruisez la prospérité, vous perdez aussi cet acquis. Donc, en résumé, restreindre l'accessibilité aux soins ou restreindre la liberté de soins à un remboursement, c'est ne voir que la partie émergée de l'iceberg. C'est, comme dirait Bastiat, c'est ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et là, il y a des choses que l'on ne voit pas. On ne voit pas, c'est que l'amélioration des conditions de vie a créé vraiment une amélioration du bien-être physique, mental et social des gens, donc de la santé, si on se réfère à la définition de l'OMS. Si les conditions nécessaires à la prospérité disparaissaient, par exemple avec une énergie peu fiable, rare et chère, à ce moment-là, les conditions nécessaires à un système de santé, un système sanitaire efficace disparaîtraient et tout s'effondrerait. On retomberait 200 ans en arrière et on retomberait dans une société de misère et de mauvaise santé. Ce qui veut dire en résumé que il n'y a pas de bonne santé possible s'il n'y a pas une énergie fiable et bon marché. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le problème qu'il y a, c'est que dans ce système, dans la manière dont on aborde la santé aujourd'hui, on ne pense pas à ça. Le sabotage de la production d'énergie en France date pas de la guerre en Ukraine, mais la décision de sortir du nucléaire ou à moitié ou au quart, des choses comme ça, 50% pour être plus carré, a été prise il y a bien longtemps.
la guerre en Ukraine, les décisions de sanctions contre les Français ou contre les Européens ont été prises par leur propre gouvernement, ont rendu l'énergie rare et chère, et à ce moment-là, si l'on continue sur cette pente, les conditions ne seront plus réunies pour avoir une société prospère, et la société s'effondrera. Les hôpitaux et les cliniques eux-mêmes sont des gros consommateurs d'énergie. Si l'énergie est intermittente, rare et chère ou peu fiable, on aura aussi des problèmes. Donc, il nous faut une énergie abondante et bon marché pour faire tourner la société, pour que le système sanitaire marche, et aussi pour faire tourner le système sanitaire lui-même. Quand on vous raconte que le système sanitaire peut fonctionner et être préservé sur un océan de misère ou un océan de rareté énergétique, c'est faux. Les gens qui vous disent « on va vous bâtir une nouvelle économie, croissance verte et tout ce que vous voudrez », c'est faux. Ça ne marchera pas. Puisque l'énergie abondante et bon marché est le moteur de l'économie prospère. Vous avez une économie prospère, vous avez une santé prospère, et vous avez une santé prospère, elle-même consommatrice d'énergie. Donc, si vous n'avez pas cette énergie bon marché, vous n'aurez pas la liberté de soins, tout simplement parce que les soins disparaîtront. Alors, ce qu'il faudra faire, pour commencer, c'est supprimer les instruments du système totalitaire. Alors, les instruments du système totalitaire sont déjà en place. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont en place, ils sont fonctionnels. Vous avez l'état d'urgence sanitaire qui a été texté avec succès. Il ne faut pas grand-chose pour le transformer en état d'urgence climatique ou en état d'urgence énergétique. D'ailleurs, il y a déjà eu un conseil de défense énergétique. Le conseil de défense, ces fameux comités secrets, a géré de manière discrétionnaire, totalement arbitraire, sans débat, sans appel, et ce qui s'est dit était secret, a géré la crise sanitaire. Ça, c'est pas médical du tout, hein. Mais ce sont les politiciens qui ont décidé de gérer la crise sanitaire qu'ils avaient créé avec un comité de défense. Bon. Le comité de défense existe. Le conseil de défense existe. Le scientisme dogmatique existe aussi. Il a remplacé la science. Et la police a été dévoyée par la crise sanitaire. Dans les faits, nous avons eu une police sanitaire, c'est-à-dire les agents, au lieu de protéger les biens et les personnes, ils vous distribuent des PV parce que vous n'aviez pas votre passe, parce que vous n'aviez pas votre laissez-passer, parce que ceci, parce que cela. Donc, dans les faits, il y a eu une police sanitaire. Alors, quand on parle de la possibilité de créer une police température, il ne faut pas prendre ça à la légère. Macron, il a dit, mais non. Macron, il a dit, pas de vaccination obligatoire, on l'a eu. Macron, il a dit, pas de confinement, on l'a eu. Macron, il a dit plein de choses, et on dit le contraire. Donc, si Macron dit, pas de police température, méfiat. Voilà. Et puis, ces instruments-là, ils ont été testés. Alors, personne ne les a contestés. Les Français, ils n'ont pas contesté, on l'a vu tout à l'heure, mais non plus. Le Conseil d'État n'a pas contesté. Le Conseil constitutionnel n'a pas contesté. Ils sont comportés comme des chambres d'enregistrement, pas du tout comme des instances qui défendraient les libertés ou les citoyens. Ils ont approuvé ce qu'a dit le gouvernement, point final. Donc, cette jurisprudence a été créée et tous les outils sont en place. Alors, je ne sais pas si ça se fera, mais je sais que les outils sont en place. Et je sais que les outils ont été testés. Et je sais que ça a fonctionné parce que ni les Français ni les institutions n'ont contesté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un système de santé performant? Alors, la base du système de santé performant, c'est... actuellement, ce qui se passe, c'est que le système de santé devient de plus en plus rationné, parce qu'il y a de plus en plus de pénuries. De toute façon, vous ouvrez n'importe quel média, on vous parle désert médical, on vous parle urgence fermée, on vous parle que vous ne trouvez plus ophtalmo, que vous ne trouvez plus de dermato, que vous faites 6 mois d'attente pour un chirurgien, etc. Donc, là, il y a la pénurie. Et puis, il y a le rationnement. Le rationnement, c'est qu'on ne rembourse pas certaines choses, ou alors on fait de la queue pendant 6 mois. C'est aussi du rationnement. La gestion de la pénurie par la queue, c'est aussi du rationnement. Et puis, vous avez les contrôles qui sont multipliés. Je crois que les gens n'imaginent pas la quantité de contrôles auxquels sont soumis les médecins généralistes. On pourrait faire une conférence là-dessus, tellement qu'il y en a. Mais les médecins sont contrôlés, les patients sont contrôlés, mais les médecins sont extrêmement contrôlés, surtout les généralistes. La première chose à faire, donc, c'est que les personnes, les médecins, comme les soignants en général, ou comme les personnes malades, recouvrent la liberté de soins. Donc la responsabilité, le libre choix et la responsabilité personnelle, la responsabilité qui est consubstantielle du libre choix.
La base, c'est le colloque singulier, c'est-à-dire le colloque singulier, c'est cette relation particulière qui unit le patient et son médecin, ou le patient et son infirmière, et qui est une relation privilégiée. C'est là que le médecin, la personne va lui dire, voilà, j'ai ça, docteur, il va tout dire, parce qu'il ne dit pas tout, il sera mal soigné, il va tout dire, mais ça n'intéresse personne. Il va te dire que le médecin va dire, voilà, pour toi, je te conseille ça. Et c'est une médecine vraiment personnalisée, comme je disais tout à l'heure. Le colloque singulier a été détruit, donc il faut revenir à ce colloque singulier. Et comme prérequis, je ne sais pas si je l'ai mis, non, je l'ai mis. Le prérequis, il faut que le système soit favorable, c'est-à-dire que l'écosystème économique soit favorable. Ça veut dire que les Français doivent rester très vigilants sur la manière dont les soins arrivent. Ils ne doivent pas se laisser obnubiler par la seule sécu et par le seul remboursement. Il faut qu'il y ait production de soins. Si la société est une société de misère où le soin n'est plus produit, vous n'aurez pas de soins. Il sera peut-être remboursé, mais il n'y aura pas de soins. Donc il faut faire attention, j'attire encore une fois votre attention sur cette politique d'énergie peu fiable, rare et chère. Ça sent pas bon. Donc, l'écosystème favorable, c'est une économie prospère, la liberté économique, une énergie abondante et fiable et bon marché. Pour un système de santé performant, il faut bien entendu le salaire complet, parce que si vous n'avez pas le salaire complet, les gens ne pourront pas choisir. On parle beaucoup de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est pas forcément acheter quelque chose de moins cher, ou plus de tomates, ou plus de pommes de terre, ou plus de ceci ou de cela. Le pouvoir d'achat, c'est aussi la possibilité d'acheter un service. Je dois pouvoir acheter un service. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter les services soins. Vous ne pouvez pas non plus d'ailleurs acheter les services éducation. On en a parlé tout à l'heure, mais bon, vous ne pouvez pas l'acheter. Vous avez l'éducation nationale, là, première armée du monde après l'armée rouge. Donc vous ne pouvez pas acheter les services soins. Avec le salaire complet, vous pourrez acheter le service soins. Alors le salaire complet, c'est pour le salarié, c'est le salaire super complet, comme dirait mon ami Claude, hein, c'est-à-dire par patronal, par salarial, tout ce qu'on veut qui fait votre enveloppe salariale. En gros, ça vous double votre salaire, pour faire simple, hein, ça vous doublerait votre salaire net. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait l'impôt à la source, parce que l'impôt à la source, ça vous perturbe tout ça. L'État vous pique votre pognon, et puis vous pouvez croire que c'est l'employeur qui ne vous a pas tout donné, alors que non, c'est l'État qui vous l'a volé, et ça sans vous dire quoi que ce soit. Alors à propos d'impôts, il ne faut pas que l'État prenne d'une main ce qu'il a repris, ce qu'il a donné de l'autre, donc il faut le salaire complet, il faut un seul impôt, minimum et proportionnel, faible et proportionnel. Grâce à cela, donc, les Français pourront avoir les moyens d'acheter leurs services soins et pourront vraiment avoir la liberté de soins. Alors, je voudrais un système qui comprend trois étages. Le premier étage, c'est un compte épargne santé. Le deuxième, c'est une assurance en libre choix. L'assurance en libre choix, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer la Sécu. La Sécu, il existe. Alors, j'ai siégé dans les instances de la Sécu, ce sont des gens qui connaissent quand même leur métier. Donc, il y a des savoir-faire et des talents qu'il ne faut pas jeter. Il faut profiter de tous les talents. La seule chose que je proposerais, c'est de mettre la Sécu en concurrence. Si les gens veulent aller avec le salaire complet, s'ils choisissent la Sécu, ils choisissent la Sécu. S'ils choisissent une autre assurance, ils choisissent une autre assurance. C'est pas un problème, les gens doivent être libres. La différence fondamentale qu'il y a, c'est quand vous avez une assurance à libre choix, vous avez un contrat. Le contrat dit, pour telle somme, je vous assure tel soin, tel soin, tel soin, tel soin. Vous n'avez pas un député ou une chambre ou un policier quelconque qui va arriver un jour, cher camarade, j'ai décidé de faire des économies, je vous rembourse plus ça. Bravo. Non, ça ne marche pas. Vous avez un contrat. Le contrat, on le respecte. C'est ça la différence entre une gestion étatisée et des rapports privés avec un contrat. Voilà, dans ces cas-là, vous avez un contrat. Et puis, si vous voulez vraiment que ce système fonctionne, il faut qu'il y ait la liberté des prix. Parce qu'un prix, c'est une information. Si vous voulez savoir les secteurs où on a un besoin, les prix vont monter. Si vous voulez en trouver, les prix vont baisser. Mais il faut une liberté des prix. Actuellement, vous n'avez pas de liberté des prix. Vous avez coût administratif. La dénomenclature commune des actes médicaux, il y a plus de 8000 actes répertoriés. Alors, si l'acte n'est pas répertorié, il faut le créer, mais en attendant, c'est un petit peu compliqué. Bref, les prix sont des coûts administratifs. C'est l'administration, l'État, qui décide ça vaut tant, ça vaut tant. Évidemment, ça ne marche pas. Parce que si vous êtes pour parler de médical, vous êtes un médecin au fin fond de la campagne, par exemple, il y a des déserts médicaux à Paris. Alors,
Paris, par exemple, il faudrait pouvoir se garer plus facilement, peut-être que ça faciliterait aussi le travail des médecins, mais c'est différent. Les services médicaux, c'est compliqué. Si vous le payez le même prix qu'à Bayonne, par exemple, vous n'allez pas forcément l'inciter à travailler. Dans un système libre, le médecin va vous dire je vous prends, je sais pas, 35 euros, 40 euros. Si vous rend le service, évidemment, votre assurance va vous le rembourser. Si vous rend le service pour 40 euros, ben vous allez aller. Si un confrère vient en disant moi je vais les 40 euros, est-ce que tu veux venir travailler avec moi? Il va venir. Si jamais pour 40 euros il vous rend un service pas propre du tout, ben vous irez voir ailleurs, vous ferez 10 km. Donc la liberté des prix profite à tout le monde. Elle profite à la personne, elle profite aux patients, elle profite aux médecins, aux soignants, puisque l'offre et la demande s'équilibrent, l'information est fiable, elles peuvent s'ajuster. Donc il faut la liberté des prix. Il ne faut pas avoir peur de la liberté des prix. En général, c'est soit vous avez la liberté des prix, soit vous avez le mal investissement, la pénurie et le rationnement. Le mal investissement, ça veut dire qu'on a un budget de sécurité sociale qui est colossal, pour un résultat qui n'est pas performant. Ça, c'est du mal investissement. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui est mal investi, tout simplement. Avec une liberté des prix, le mal investissement disparaît, les gaspillages disparaissent. Donc, n'ayez pas peur de la liberté des prix. Si vous n'aimez pas la liberté des prix, c'est que vous aimez la pénurie ou le rationnement. Enfin, Bastia dit qu'il faut un filet de sécurité. Le filet de sécurité, c'est une aide. Alors, cette aide n'est pas éternellement due. Quand quelqu'un se casse la figure, quand quelqu'un a un accident de la vie, à ce moment-là, il est tout à fait possible, tout à fait normal que la collectivité l'aide. À ce moment-là, dans un système plutôt libéral, il serait financé par l'impôt, puisque c'est la solidarité nationale. Donc, ça pourrait prendre la forme pour le système de soins, d'un coupon soins, ou d'un coupon santé, ou d'un coupon assurance soins, coupon assurance santé, chèque santé, appelez-le comme vous voulez, mais la personne pourrait bénéficier de ce coupon, de ce chèque, et ça garantirait sa liberté de choix, parce que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas choisir. Le fait d'être pauvre n'implique pas que vous n'ayez aucun bon sens. Vous pouvez parfaitement choisir et de manière très très fine et très très adaptée l'assurance dont vous avez besoin pour votre santé ou l'éducation de vos enfants. Les politiciens vous trompent quand ils vous disent qu'il faut passer par eux parce qu'eux ils savent tout pour vous. Mais si vous êtes pas... Alors actuellement, toute la population française est réduite à faire confiance à des gens dont le seul mérite est d'être élus, de nous piquer notre argent et de le dépenser à notre place. Et qui vous disent, soyez responsables. Ça veut dire acceptez ce que je fais. Non, théoriquement, non. La responsabilité, c'est pas ça. La responsabilité, c'est autre chose. Dans un système libéral, si vous rendez le salaire complet aux gens et si vous leur donnez le libre choix, les personnes qui ont peu de revenus doivent aussi exercer le libre choix. Parce que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas choisir, et c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est obligé à faire confiance de manière aveugle à des gens qui sont élus, qui nous pillent notre argent, qui le dépensent à notre place, et qui vous disent soyez responsables. C'est pas ça du tout. Voilà. Donc, si vous voulez le retour à la liberté de soins, il faut... Alors, ce système existe. Il existe à Singapour, qui est un pays comme aussi où les gens crèvent de mauvaise santé dans les rues. Comme en Hollande, d'ailleurs. Bon. Vous avez le système qui existe, et en résumé, pour un système de santé en libre choix, avec une liberté de soins, il faut un écosystème économique favorable, une prospérité pour créer le soin, l'assurance, à travers un compte d'épargne santé, etc., que vous prédisposerez de vos ressources pour pouvoir vous soigner comme vous l'entendez, avec un professionnel compétent qui vous conseillera. Vous aurez aussi, pour avoir ces ressources, votre salaire complet et un seul impôt fait et proportionnel. Et une fois que vous avez, on va dire, assimilé ceci, j'oublie l'énergie abondante et bon marché, mais une fois que vous aurez assimilé ceci ou bâti un système comme ça, le système de santé fonctionnera beaucoup mieux et les gens seront beaucoup plus soignés. Alors je ne vous dis pas que c'est pour demain, hein. Même pas pour après-demain. Mais le problème qu'on va avoir, c'est que peut-être qu'on sera obligé de s'adapter plus vite parce que entre l'hiver européen, l'hiver que nous promet l'Europe et ce qui se profile, je ne sais pas si ça arrivera ou ça n'arrivera pas, on aura intérêt à réagir très vite. Donc, il y a intérêt à réagir très très vite à la manière dont on s'adapte. Merci.